Alors, selon l'accord de principe qui a été accepté par l'ensemble des partis de gauche, LFI présentera un candidat dans 229 circonscriptions aux législatives, c'est-à-dire un peu moins que la dernière fois, où ils étaient 329, 175 pour le PS, 92 pour les Verts et 50 pour le PC. Alors, aujourd'hui, les membres de ce nouveau Front populaire ont fait des annonces. L'une des premières mesures que nous prendrons, c'est d'annuler cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Nous arriverons et nous abrogerons cette réforme des retraites. Nous déciderons de mesures de blocage des prix sur l'alimentation et sur l'énergie. Nous porterons le SMIC à 1 600 € net. C'est le grand soir, Juan José Dorado. Qu'est-ce que vous en pensez de ce programme ? Vous savez, tout à l'heure, la question était... Est-ce que c'est un nouveau pas ? En fait, c'est une grande faillite. Je ne suis pas du tout d'accord avec Richard quand il parle du Front populaire, parce que ils ont créé cette union historique quand ils ont créé la NUPES. On savait tous que c'était juste pour les législatifs, et on a vu ce qui s'est passé au bout des 2 semaines après les législatifs. Là, ça va être exactement pareil. Et vous venez de le rappeler, 229 candidats de la France insoumise. Au mieux, ils seront 229 candidats, 229 députés. Donc, ça serait, s'il y avait une victoire de la gauche, à eux de nommer un Premier ministre. Pas aux socialistes, pas à M. Glucksmann. Ça serait certainement, allez, peut-être M. Mélenchon qui se met un tout petit peu en retrait. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, et là je suis d'accord avec Richard sur le fait que personne ne s'attendait à qu'il soit capable dans les 24 heures de se mettre d'accord pour aller ensemble. On sent que pour Raphaël Glucksmann, ça n'avait pas été simple. Et ce n'est pas, lui a fait un peu mal, ce n'est pas du tout simple. Quoique je pense qu'il a dû se ressoudre à accepter, tout simplement parce que je crois que dans ses calculs, il s'est dit aussi peut-être que la figure qui pourrait être Premier ministre, parce qu'elle est la plus consensuelle, c'est moi, même si, c'est vrai, c'est un homme de l'Europe. Lui, il était candidat pour l'Europe, il n'était pas candidat pour être Premier ministre. Donc je pense qu'en fait, on va vers une espèce de faillite après cette annonce des dissolutions, parce que la droite, elle n'existe pratiquement plus, parce que l'extrême droite va vraiment amener des centaines de députés à l'Assemblée nationale. C'est ce que disait Jean-Daniel Lévy de Harris Interactive, qui est notre partenaire tout à l'heure chez Vincent Parisot. Il a dit que pour l'instant, toutes les projections, c'était le RN. Alors, il peut y avoir un changement, parce que sur 3 semaines d'ici les élections, il peut se passer tout et n'importe quoi. Il faut juste ce qui s'est rappelé avec Monsieur Fillon 10 jours avant l'élection présidentielle, ce qui s'est passé à un autre niveau avec DSK avant l'élection aussi, qu'il soit désigné comme candidat du Parti Socialiste, qu'on était le candidat putatif de tout le monde. Donc il peut se passer des choses, mais sincèrement, que ce soit l'extrême droite, que ce soit le Front populaire, ça va être très compliqué pour la France dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Un tremblement de terre, nous dit la presse européenne, une dissolution par surprise qui présente un risque politique énorme. Et donc, les 2 candidats, Glucksmann et Jordan Bardella, qui jouent au jeu. Ils semblaient se répondre ce matin. C'était quand même assez incroyable. Chacun disait, ça sera Mélenchon, ça sera Bardella, et il distribuait les ministères. Juan José, on est dans une situation ubuesque. Ubuesque, parce qu'en fait, celui d'en face, c'est encore pire que moi. C'est encore pire. Je dis pas que je vais être beau, mais lui, c'est encore pire. Et là où on se rend pas compte, c'est que, en fin de compte, c'est lui qui a l'avantage. Aujourd'hui, c'est forcément le Rassemblement national, parce que lui, il va pouvoir jouer tranquille, disant oui, mais vous verrez, ça va bien se passer. Regardez en Italie, c'était pas si mal que ça. Vous allez voir. Et puis, j'ai peur que la rue alimente le vote du Front National. On annonce des manifestations pour manifester contre le Front National. On annonce peut-être des violences qui vont se passer dans ces manifestations. Le vote du Front National va se renforcer. Et ça va pas être les politiques, ça va être la rue qui va le renforcer. Mais effectivement, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est ubuesque. Ça a pris par surprise, bien sûr, tous nos pays. Ma télé, dès qu'on a connu la dépêche de France Presse l'annonçant, la première info qui était donnée, première réaction à l'étranger, la France dissout son Assemblée nationale.
tout le monde était vraiment bouche bée parce qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé en France. Et aujourd'hui encore, personne ne comprend ce qui se passe en France. Juan Rosé, est-ce que c'est, je ne sais pas, hein, est-ce que c'est pas le mouvement de l'histoire, une recomposition, comme l'appelle le président Macron, en réalité, où les masques tombent? Mais en fait, je trouve que parfois en France, on manque de mémoire. Éric Ciotti, qui a gagné entre guillemets la présidence des Républicains, n'était pas le favori. Et c'est lui qui était le plus à droite aux Républicains. Donc, pourquoi on s'étonne aujourd'hui que lui qui a toujours été dans ses idées proches du RN donne ce pas-là? Et puis, de toute façon, les Républicains, vous savez, moi j'ai connu le RPR qui est devenu le UMP, qui est devenu le LR. Demain, ça va s'appeler autrement. Et on oublie aussi que M. Macron a fait quand même son marché chez les Républicains. Alors, je vois aujourd'hui la majorité présidentielle avec le maire Darmanin, qui en fin de compte vient des Républicains et qui ont, entre guillemets, trahi son parti historique pour aller chez Macron. Donc, en fait, on voit depuis l'élection de M. Ciotti que les Républicains étaient touchés, qu'il y avait une dérive droitière dans ce parti. Et cette dérive droitière, c'est les électeurs et les militants des Républicains qui ont choisi M. Ciotti. Et c'est partout dans tous les partis, quand on organise des élections internes, avec quels militants, c'est toujours ceux qui sont les plus radicaux qui l'emportent. Et bien, ça a été le cas chez les Républicains aujourd'hui. Juan José Dorado, que vous inspire ce vaudeville à Reconquête quand même? Ah, ça j'adore par contre. Est-ce que c'est, vous adorez, est-ce qu'il est le cocu de l'histoire, Éric Zemmour? Ah oui, bon, sans aucun doute. Hein. Donc il a perdu sa femme, sa nièce, sa fille, il a tout perdu en fait. Il a tout perdu. Et c'est là où je suis d'accord par contre avec Richard, c'est qu'il est naïf. On croyait qu'il avait découvert la poudre. Non. Il s'est fait avoir comme un blaireau. Mais sans aucun problème. Après, c'est vrai que cette histoire à Reconquête, les Espagnols, on connaît parce que ça s'est passé chez Podemos à un moment donné. Et quand ça commençait à s'effriter, on a vu comme le parti a explosé. On l'a vu dans d'autres partis. Mais ceux partis qui n'ont pas d'histoire, en fin de compte, ils sont à un moment donné amenés effectivement à disparaître aussi rapidement qu'ils ont été créés. Et le phénomène Zemmour, dont on a beaucoup parlé à l'étranger... il était monté haut dans les sondages Il était monté haut, mais vous avez vu quel a été son résultat par la suite. Oui, 7%. Mais il était quand même devant le PS et devant les LR. C'est une réalité, mais le fait est, c'est que derrière Zemmour, il n'y a que Zemmour. La seule chose que j'espère, c'est que derrière Renaissance, il y a un peu plus que Macron. Parce que si demain, Macron n'est pas là, qui serait capable de tenir ce parti? Zemmour n'a pas été capable de tenir, c'est lui qui l'a créé. Espérons que du côté du président, il réussira. En préparant l'émission de cette photo de Soisig de la Moissonnière, qui est la photographe officielle du président Macron, on la voit, cette photo, elle a été publiée officiellement, et on voit le président Macron annoncer à ses ministres son coup de poker, disons. Et donc, en face de lui, le regard de Gabriel Attal en dit très long, Juan Rosé. Mais pas que le regard de M. Attal, éphémère ministre de l'Éducation, éphémère Premier ministre aussi. Mais c'est vrai qu'il y a éphémère ministre du budget, éphémère porte-parole. Il y a aussi la présidente de l'Assemblée nationale, il y a aussi M. Darmanin, qui était apparemment, lui, au courant par rapport aux autres. Qui avait milité, je crois, pour. Voilà, et donc cette photo est incroyable. Déjà, parce que ça montre à quel point, et c'est là où je me pose la question de la communication de l'Élysée, comment ils ont publié cette photo, parce que ça montre la déconfiture du propre gouvernement devant la décision qui avait été prise. Problème de communication forcément, parce que ça n'aide pas le président, ça n'aide pas le Premier ministre. J'ai vu le Premier ministre hier soir à la télé, et il n'est pas convaincant. On le voit qu'il est, pardonnez-moi, mais il est triste. Il ne sait pas quoi dire, quoi faire. Il a des arguments, mais il ne sait pas quoi faire pour convaincre. Parce que lui, il se rend compte que personne aujourd'hui croit ce qu'il peut
dire ce que Macron peut dire, ce que la majorité peut dire. Alors, tout à l'heure, je disais à John, peut-être que c'est le marqueur d'un changement d'air, c'est-à-dire que c'est finalement, n'est-ce pas, ce résultat, un désaveu pour l'Europe libérale qui est défendue comme ça par le président français. Et l'avènement peut-être définitif ou non, l'histoire le dira, d'un nationalisme illibéral. Alors je ne sais pas comment dire ça, mais un peu comme Donald Trump aux États-Unis, quoi. C'est un désaveu pour les centristes européens qui étaient représentés en quelque sorte par Renaissance. C'est un désaveu aussi quelque part pour les social-démocrates, puisque n'oublions pas qu'ils ont perdu des voix, mais aussi dans les pays du Sud, les social-démocrates ont régressé. En Espagne, le Parti socialiste n'arrive qu'à 12e aux élections européennes. Et là, je t'entendais parler et je me disais, ok pour les pays du Nord, ils votent peut-être moins vers l'extrême droite, mais on constate quand même que l'extrême droite allemande arrive en 12e position. Et on constate que là où il n'y avait pas d'extrême droite importante, on a des représentants de l'extrême droite portugaise qui, pour la première fois, je crois, va au Parlement européen. C'est pas nombreux, mais c'est pour la première fois. En Espagne, il y a 2 partis d'extrême droite qui vont aller au Parlement. Alors ça représente une dizaine des députés, mais ça augmente en Espagne aussi, ça augmente en France, c'est augmenté en Italie. Donc il y a une bascule effectivement entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est peut-être parce que le clivage aujourd'hui, dans les pays du Sud notamment, est très important. Il y a 2 pôles très clairement différenciés, et là c'est effectivement l'extrême droite qui a profité, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen, au moins du côté de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie et bien sûr de la France. Mais c'est quand même une recomposition de la politique en Europe et nationalement dans les pays d'Europe. Nationalement, sans aucun doute. Ce qui est certain, c'est que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous allons voir un nouveau parti républicain, puisqu'il est certain que les cadres du parti républicain qui ont dit non, les leaders du parti républicain qui ont dit non à Ciotti, vont pas continuer dans cette formation. Ils vont aller vers un nouveau parti. Donc, tu as rappelé effectivement tout à l'heure le UMP, il y a LR et à bord c'était le RPR. Donc il va y avoir un nouveau parti. En Espagne, on l'a vu quand le parti populaire qui était hégémonique parce qu'il n'y avait pas d'extrême droite, en fait l'extrême droite était à l'intérieur du parti populaire, quand cette extrême droite est sortie du parti, donc ça a été très compliqué, ça l'est toujours pour les conservateurs espagnols. Il est démonétisé, le président Macron, en Europe, parce qu'il était le leader de cette Europe quand même, Juan Dorado. Il était très influent, il avait beaucoup d'impact. Est-ce que vous croyez qu'il est maintenant, il inspire la défiance ? Il inspire la défiance parce qu'effectivement, rien n'est maîtrisé, parce que personne ne comprend cette dissolution, parce qu'effectivement, comme on ne maîtrise rien, on ne sait pas où on va. Donc, je vois très mal que maintenant, les présidents, je pense tout de suite au président espagnol qui fait ami-ami avec Emmanuel Macron, mais maintenant, peut-être qu'il va se poser la question avant de venir le saluer, justement parce qu'on ne sait pas où on va. Parce que la photo que nous allons voir le 8 ou le 26 au début des Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est Macron et Bardella juste à côté? Est-ce qu'on se rappelle? Est-ce que c'était la cohabitation avec Chirac? C'était Chirac et toujours à côté Jospin. Dans toutes les réunions, dans tous ces déplacements à Bruxelles, partout, il y avait Jospin à côté. C'était l'ombre. Et ça va être ça l'image de la France. Il y a beaucoup de pays, et notamment l'Espagne, qui ne va pas vouloir ça. Attendez, Sylvain Kahn. Mais alors, ça, je crois que c'est plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, au Conseil européen, depuis 2008, si je ne me trompe pas, il ne peut y avoir, au Conseil européen, c'est-à-dire là où se réunissent les chefs d'État et de gouvernement, il ne peut y avoir qu'un représentant par État. Et la logique de la Ve République, sa pratique, c'est quand même que la politique européenne, la politique étrangère, la politique de défense, il aura les mains attachées. Que peut-il faire réservé. Que peut-il faire dans un Conseil européen? Il est tout seul, oui. Et alors, est-ce qu'il peut prendre des décisions? Il va être désavoué dès qu'il va sortir du Conseil.